Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents pour cet atelier autour de la supply chain et sur la façon dont le digital permet de faciliter et d'optimiser tout l'import-export. Je suis ravi d'avoir avec moi aujourd'hui Arthur Barillas, qui est CEO d'Oversea, et Hervé Plessis, du coup, qui est l'exécutif général manager de Stérénerie du Bois. Je vous laisse peut-être m'en dire un peu plus sur votre parcours et présenter plus amplement vos entreprises. Hervé, je t'en prie. Alors, je crois qu'il y avait quelques slides de support. Non, peut-être pour se présenter d'abord. Alors, donc moi, Hervé Plessis, j'ai une formation d'ingénieur, de chimiste. J'ai travaillé dans différents groupes internationaux, chez L'Oréal, puis chez Danone. Et depuis presque 4 ans, j'ai rejoint maintenant la Stérénerie du Bois, qui est une entreprise familiale, pour travailler à côté du PDG de l'entreprise et de son fils, qui sont les propriétaires de l'entreprise, pour en assurer le management. Et voilà, c'est ce que je fais depuis 4 ans. Excellent, Arthur Barillas, un des cofondateurs et le CEO d'Oversea. J'ai créé Oversea il y a 3 ans avec 4 associés, avec le but d'essayer de simplifier et d'augmenter la fiabilité et la transparence du transport international pour les entreprises européennes. Et aujourd'hui, je suis très fier d'intervenir avec Hervé au sujet de la collaboration qu'on a avec Stérénerie, qui est, je pense, emblématique de tout un segment de clients qu'on sert aujourd'hui et de la valeur qu'on peut avoir sur le marché français notamment. Absolument, vous êtes un très bel exemple, je pense, de partenariat entre une PME de la French Fab et une start-up de la French Tech. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus un peu sur le contexte qui entoure cette collaboration et comment elle s'est matérialisée ? Oui, alors le contexte est assez simple. Notre métier, peut-être que si je présente un peu ce que fait Oversea, nous, notre métier, c'est commissionnaire de transport. C'est un métier qui est connu aussi sous le nom de transitaire. Des métiers qui exercent des gens comme Bolloré, Geodis, Panalpina, etc., des mastodontes globaux. Et le contexte global de la création de la société, c'était de se dire le niveau d'expérience client qui est proposé aujourd'hui par les acteurs traditionnels était à notre sens relativement bas, ou en tout cas pas au standard de ce qui est possible de faire aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Et le point de départ était très simple, c'était de dire on va essayer de proposer le même service, mais avec une expérience client bien meilleure, en allant plus loin sur les sujets de visibilité, en allant plus loin sur les sujets de transparence et d'accompagnement aussi des contraintes administratives et documentaires que les entreprises peuvent connaître aujourd'hui. Aujourd'hui, la société sert un peu plus de 450 clients dans une 50aine de pays dans le monde, majoritairement en France ou sur des marchés francophones. Et on va servir 3 typologies de clients, des PME, des ETI et quelques grands groupes. Et le contexte à l'origine de cette collaboration-là, c'était évidemment d'accompagner un certain nombre de clients PME sur la simplification et la digitalisation des opérations de transport international. Peut-être un mot, Hervé, du coup, autour de ce partenariat. Pour vous, côté Stérénerie du Bois, qu'est-ce que ça vous apporte très concrètement ? Alors nous, on est une entreprise familiale, une petite ETI, 150 personnes, 68 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais on fait partie de ces entreprises qui faisons quasiment 70% de notre chiffre d'affaires à l'export. Donc l'export pour nous, c'est extrêmement important. C'est très important pour nos clients. Nous expédions nos produits dans à peu près 80 pays dans le monde. Et pour autant, nous sommes une petite entreprise. Donc nous avons que assez peu de personnes en fait, pour traiter ces sujets-là. Donc les questions de rapidité, de simplicité, de support face à tout ce que nous avons à faire pour l'export sont des choses extrêmement importantes pour nous. Et donc c'est important de trouver des partenaires comme vous justement pour nous aider sur ces sujets-là. Et le digital amène pour les équipes beaucoup de fluidité, de simplicité. Et pour nos clients aussi, comme j'expliquerai plus tard. Oui, donc vous voyez, on est une entreprise à la campagne, on est situé dans le centre de la France et on est aussi une entreprise ancienne par rapport à des startups, puisque nous fêtons cette année notre 200e anniversaire. J'avais peut-être quelques explications aussi sur le type de produits que nous fabriquons. On fabrique des corps gras. Donc les corps gras, ce sont des huiles que l'on trouve dans énormément de produits du quotidien. Donc on a tous un produit du bois chez soi, même si on ne le sait pas toujours. Il est incorporé dans des produits de grande consommation. Donc nous servons la cosmétique. Donc beaucoup d'émulsions, que ce soit des crèmes de soins, du maquillage. On travaille aussi beaucoup dans le domaine de la santé, tout ce qui est enrobage et excipient, qui constituent aussi bien des comprimés que d'autres formes de médicaments.
L'alimentaire, dans l'enrobage des bonbons, un secteur très particulier dans lequel il y a quelques entreprises dans le monde qui font ce genre de choses, et c'est notre cas. Et puis l'industrie plus généralement, avec plein d'applications diverses et variées. Et pour nous, le traitement de la chaîne de valeur, pour nous et pour nos clients, ça devient quelque chose d'absolument essentiel. La maîtrise de nos matières premières, bien sûr, avec les filières végétales, mais aussi la logistique. Et c'est un des points intéressants dans le travail que nous faisons ensemble. Et justement, dans votre collaboration, est-ce qu'à un moment donné, il y a potentiellement eu un peu des freins, des limites que vous avez rencontrées parce que c'est un peu deux mondes différents qui se parlent? Ou est-ce qu'au contraire, l'un dans l'autre, vous vous êtes retrouvés très facilement dans les valeurs et le mode de fonctionnement et ce partenariat a pu se faire très simplement? Alors, je laisserai Hervé répondre pour Ster Henry. De notre côté, on a été, je pense, assez stupéfait de la facilité avec laquelle la collaboration s'est faite. Je répète un peu ce que dit Hervé, mais c'est une boîte qui a plus de 200 ans, familiale, avec des habitudes, des partenaires historiques, etc. Donc un terreau qui n'est pas forcément favorable à l'arrivée de nouvelles façons de fonctionner, de nouveaux partenaires, de nouvelles relations commerciales. Et ce qui a été très fort de notre côté, c'était de remarquer que il y avait une vraie demande de la part des équipes d'utiliser des technologies qui soient un peu plus récentes et qui les aident dans leur quotidien. Donc de notre côté, encore une fois, ça a été d'une simplicité assez étonnante et qui va totalement à l'encontre du cliché qu'on pourrait avoir sur le niveau d'appétence pour le digital des entreprises familiales qu'on peut avoir tous en tête. Alors, de notre côté, c'est pareil, ça a été extrêmement simple et facile. Donc, je parle pour Frédéric et Xavier dans l'équipe logistique qui sont vraiment au contact avec vous au quotidien. Je crois que la clé, c'est que ça répond en fait à une vraie demande. Donc, de simplicité, de facilité grâce au digital, de réactivité, de compétitivité aussi. Voilà, le prix du transport est important. Mais pour vous donner un exemple, nous... on a en fait un des gros sujets compliqués pour nous. On expédie en gros, allez, à l'international, on fait 2 expéditions par jour. Vous pouvez me dire, c'est pas énorme, mais en fait, ça s'accumule tous les jours et on a énormément de questions qui reviennent de nos clients pour savoir où est mon container, est-ce qu'il est arrivé, est-ce qu'il est parti, quand est-ce qu'il va arriver, où on en est. Et ça, dans un mode traditionnel, ça demande énormément de temps en fait. Il faut écouter le client, appeler le transitaire, qui n'a pas toujours la réponse, il va rappeler, on va relayer l'information. Voilà, une des choses que vous proposez, c'est vraiment d'avoir un lien qui permet au client, on lui envoie ce lien et le client sait où est son container. Donc on gagne un temps fabuleux. Vous voyez, et ça, c'est des choses qui correspondent véritablement à une demande très pratique, très pragmatique des équipes et qui facilite l'acceptation d'une solution qui, c'est vrai, est très différente de la manière dont nous avions l'habitude de travailler auparavant. Ouais, et si je peux aller un peu dans ce sens-là aussi, je pense que sur certains marchés, et c'est le cas sur le nôtre, je pense que c'est le cas sur celui de Xavier aussi, enfin d'Hervé aussi, ce qui est important, c'est d'aller proposer un service relativement intégré, ou en tout cas d'aller chercher toutes les poches de valeur que vous pouvez proposer aux clients qui sont au-delà du produit, donc sur toute la partie service. Et je pense que un des sujets auxquels on répond aussi, c'est de donner les armes à une PME familiale française de combattre en termes de services des groupes qui peuvent avoir des logistiques intégrées, qui peuvent avoir des effectifs plus grands, etc. Et donc c'est vrai que nous, en termes de mission aussi, c'est un plaisir de se rendre compte qu'on peut être un facteur ou un levier de compétitivité pour ces entreprises-là. Et justement, je me suis permis du coup d'afficher un peu le résumé de votre partenariat. Est-ce que vous pouvez l'expliciter un peu plus et peut-être l'illustrer avec justement cette année 2020 qui a été, je pense, particulièrement complexe dans votre activité, sur laquelle il a dû faire face à un certain nombre d'imprévus. Comment est-ce que ça s'est traduit et en quoi, du coup, ce partenariat vous a été particulièrement utile ? Oui, alors de notre côté, les chiffres sont assez positifs. On a fait presque une centaine d'expéditions avec Ster Henry Dubois sur une vingtaine de pays qui vont de l'Algérie aux États-Unis, au Vietnam, à la Chine. Enfin voilà, on a été, et c'est très valorisant pour nous, un vrai partenaire sur l'ensemble des sujets commerciaux export de Ster Henry. Donc ça, c'est une vraie fierté
pour nous. Les enjeux de la collaboration, ils sont pluriels. Le premier, c'est de proposer un service de transport qui soit compétitif, fiable et qui ait le même ADN de service que ce qu'a Stearinery et ce qu'attendent les clients de Stearinery. Et donc ça, c'était évidemment la première case à cocher quand on a commencé à travailler ensemble. Et de ce point de vue-là, les retours, que ce soit des gens chez nous ou des gens de chez Stearinery, sont plutôt très positifs. Merci Xavier d'ailleurs s'il nous regarde. Deuxième point qui était important, c'était de faire profiter à Stearinery de l'agilité d'une structure comme la nôtre. Oversea, c'est une entreprise qui a 3 ans maintenant, d'une 40aine de personnes. Et un des éléments qui a été mis en avant par les équipes de Stearinery, c'était l'agilité pendant la période du Covid, durant laquelle on a été capable d'adapter des solutions de transport, de trouver de nouvelles façons de fonctionner pour aider autant que possible une partie de nos clients, dont Stearinery, à s'adapter au contexte qui était très très mouvant et très compliqué du point de vue opérationnel sur la gestion du transport. Et le dernier point auquel je pense, c'est évidemment, les 2 derniers points auxquels je pense, c'est évidemment l'enjeu d'essayer de simplifier la gestion documentaire pour Stearinery. Donc, Hervé l'a dit, c'est plus de presque 70% à l'export. C'est un nombre de pays très important avec des contraintes réglementaires qui sont très très différentes, avec des enjeux douaniers très complexes aussi. Donc c'est un niveau de complexité documentaire administratif auquel beaucoup d'entreprises françaises font face tous les jours, mais qui est colossal objectivement. Et l'enjeu pour nous, c'était d'essayer d'accompagner là-dessus, de faire remonter les documents plus facilement, de générer automatiquement certains types de documents, d'essayer, je dirais, d'alléger au maximum la recherche et la fiabilité de l'information qu'on propose pour aller dans ce sens-là. Et le dernier point auquel je pense, et je laisserai Hervé en parler, c'est le sujet du rail et de trouver des modes de transport qui soient innovants, en particulier en période de Covid. Vous le savez peut-être, mais le Covid a généré beaucoup de problématiques opérationnelles sur le transport maritime, où les compagnies maritimes ont enlevé beaucoup de navires des rotations. Et il a fallu trouver des modes de fonctionnement innovants pour être capable de livrer dans des délais les clients internationaux de Stearinery. Tout à fait. C'est vrai que pendant le Covid, nos opérations ne se sont pas arrêtées et on s'est trouvé à un moment confronté en effet à une pénurie de transport. Et c'est Oversea qui nous a proposé de tenter d'envoyer des containers en Chine par le rail. Voilà. Ce qui est pour nous innovant. Alors on y pensait depuis longtemps, mais jusqu'à maintenant, ça s'était apparu extrêmement complexe. Et voilà. Et donc c'est une proposition qui est venue de chez Oversea. De toute façon, on n'avait pas le choix. On a tenté et ça a marché. Voilà. Et donc c'est quelque chose, je pense, qui fait partie du futur des transports vers l'Asie et qu'on a pu expérimenter grâce à cette flexibilité, cette agilité et aussi le sens de l'innovation. Voilà, peut-être qu'un transitaire plus traditionnel n'aurait pas pu le proposer aussi vite et aussi rapidement et aussi simplement que vous l'avez fait pour nous. Voilà. Ouais, c'est vraiment intéressant. Est-ce que dans ce partenariat, vous envisagez du coup des milestones supplémentaires sur les prochaines semaines, prochains mois, et auquel cas, quelles sont-elles ? Ouais, alors pour nous, c'est très simple. Un des avantages, je trouve, de certaines collaborations start-up PME, c'est la vraie notion de partenariat, qui est l'ADN qu'on a chez nous et qu'on retrouve chez Stearinery. Donc une vraie vision long terme. Je pense qu'une entreprise qui a plus de 200 ans aujourd'hui s'est construite avec cet ADN-là. Et donc la vision et les milestones pour nous, elles sont très simples. C'est de continuer sur la durée à accompagner Stearinery du Bois sur encore plus de pays et encore plus de transports. Et ce que nous, on a beaucoup apprécié de notre côté, c'est cette projection immédiate qu'il y a avec des clients comme Stearinery, qui est de se dire on n'est pas là pour faire 1 ou 2 ou 3 ou 5 opérations. Si on trouve un intérêt à travailler ensemble, on réfléchit directement au long terme et à une façon de créer quelque chose qui dure dans les années, quoi. Alors tout à fait, et j'ajouterais que nous aussi, on veut capitaliser et construire sur les outils que vous proposez. En particulier, nous derrière, on a des clients qui ont aussi des questions logistiques. Et une des questions sur lesquelles on va travailler, je pense, dans les prochains mois, c'est d'ouvrir cette plateforme, qui est notre plateforme de collaboration ensemble, à certains de nos clients partenaires avec qui on a un flux régulier d'activités depuis des années. Et en fait, on voudrait les intégrer dans ce flux logistique pour leur permettre d'être eux-mêmes quelque part copilotes avec nous du service qui est proposé par Oversea. Donc ça, je pense que ça va être avec quelques clients privilégiés, je pense que ça va être une avancée importante pour la fluidité de notre logistique, qui est quelque chose qui fait partie de notre qualité de service, qui est intégrante vraiment du service qu'on apporte à nos clients et très demandé par eux.
Peut-être pour prendre un tout petit peu de recul sur les sujets justement de la supply chain au sens général et des ces liens du coup avec le digital comme une grande source de solutions. Qu'est-ce que vous envisagez comme principaux défis qui restent encore à relever et quelles sont les tendances que vous voyez vraiment s'accélérer là dans les prochains mois? Alors moi je serais capable de parler des tendances et des défis de notre métier à nous, qui est celui de transitaire ou de freight forwarder. Je laisserai Hervé parler de ceux de Steering pour le futur. Nous, on en voit plusieurs. Le premier, c'est que la conjoncture économique du point de vue des armateurs notamment a été très compliquée pendant la période du Covid et qu'il y a eu des ajustements très forts qui ont été faits, encore une fois, de retirer des navires des rotations et de dégrader volontairement le service. Et ça a eu des effets qui ont été très très importants pour les clients, qui ont évidemment été les premiers impactés par ce sujet-là. Et je pense notamment à une phrase du directeur supply chain monde d'H&M qui disait que les armateurs étaient en train de les tuer. Et il y a une vraie volonté de la part des armateurs de maîtriser l'offre d'espace qui est disponible sur le marché, de maîtriser la profitabilité opérationnelle de leurs navires. Et donc le contexte dans lequel aujourd'hui les entreprises comme Steering et les autres doivent évoluer, c'est un contexte avec énormément d'incertitudes sur la capacité, les délais de livraison et les possibilités de livrer ou pas. Donc le premier gros challenge déjà, c'est d'être informé sur ces évolutions structurelles et qui se produisent chaque semaine, chaque mois sur les sujets de fret maritime par exemple, et qui sont aussi vrais sur les sujets de fret aérien où la diminution drastique du trafic passager a évidemment aussi beaucoup impacté ces tendances-là. Et donc le premier élément, premier enjeu pour les entreprises, c'est être informé des changements structurels. Le deuxième, je pense, c'est d'intégrer que ces changements sont là pour durer. Et donc d'essayer de s'équiper, alors évidemment d'outils digitaux, et je vais prêcher ma paroisse, mais je pense que c'est un élément important. Et deuxième chose qui est presque aussi importante, c'est d'intégrer des notions d'agilité très fortes au sein des équipes et de challenger les idées reçues qu'il peut y avoir chez les clients aujourd'hui, de tel ou tel mode de transport est plus efficace, d'aller chercher des solutions innovantes comme le rail quand il y a des pénuries d'équipements, etc. Et ça, je pense que c'est un nouveau mode de fonctionnement que toutes les entreprises doivent intégrer aujourd'hui parce que, encore une fois, ces challenges opérationnels sont là pour durer. Le transport aérien de passagers sera peut-être pas de nouveau comme avant 2024, selon les estimations de la IATA qui sont les plus optimistes. Voilà, on s'avance sur des années d'incertitude opérationnelle sur les sujets de transport internationaux, et les entreprises doivent s'armer au mieux pour aller au-devant de ces sujets-là. Alors nous, les grands sujets se rejoignent. D'abord, on pense que l'import-export, ça va continuer à se développer. Donc la maîtrise de ces chaînes logistiques internationales, pour nous, ça reste un enjeu clé pour les prochaines années. On voit que pour nos clients, il y a de plus en plus d'incertitudes, comme pour tout le monde, et donc de plus en plus de commandes à la dernière minute, ce qui suppose d'avoir toujours plus de réactivité. Là où on avait parfois des plans de production qui étaient déjà organisés sur l'année, et on pouvait anticiper très longtemps à l'avance les transports, etc. Aujourd'hui, nos clients, ils commandent par petite quantité, ils commandent toujours, mais ils commandent avec un délai et des exigences de service beaucoup plus rapides. Donc ça demande de la souplesse et de l'agilité. Et puis enfin, il y a un troisième sujet qui est en train de vraiment de monter de manière très importante, c'est toute la dimension environnementale, la prise en compte de la dimension environnementale dans le transport, avec des exigences des clients, besoin de faire du reporting, de montrer qu'on s'améliore. Voilà, un des points aussi avec Overseas, c'est qu'on a une vision très claire des empreintes carbone de nos transports et que ça permet, nous, de mesurer. Et quand on mesure, on peut s'améliorer et mettre en place des plans d'action. Voilà, donc ça, c'est absolument essentiel aussi pour la pérennité de notre activité. Peut-être un dernier mot pour la fin. Si vous aviez un conseil, un mot que vous pourriez adresser à d'autres entreprises de la French Fab qui sont industrielles et qui ont une activité conséquente à l'import-export, mais qui hésiteraient peut-être à franchir le pas que vous avez franchi, quel serait-il ? Alors moi, le premier élément que je voudrais aborder, c'est qu'on a le même ADN en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a, je trouve, les mêmes attentes, les mêmes comportements, les mêmes valeurs qu'une bonne partie des entreprises de la French Fab et des entreprises comme Steering.
Et c'est important de comment dire, lever l'espèce de barrière culturelle qu'on peut avoir à une collaboration entre start-up et PME. Et c'est ce que je disais à Hervé juste avant de commencer. Je trouve que c'est la collaboration start-up grand groupe, on y est habitué. On sait qu'il y a des laboratoires d'innovation, on sait qu'il y a des circuits d'identification qui existent. En revanche, à mon sens, il y a un vrai gap sur l'accès à l'innovation et le niveau de collaboration entre des start-up, en particulier en région, et des PME. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Et le message que moi j'aimerais faire passer, c'est si ça répond à un vrai besoin, il ne faut pas être timide et comment dire, s'interdire de collaborer avec une start-up. Parce qu'encore une fois, ce qu'on a réussi à montrer avec Stearinery et Oversea, c'est qu'on peut construire des choses qui soient viables dans la durée pour les deux partenaires. Si j'avais un conseil à donner, c'est de dire que moi, je pense que la croissance, elle est à l'export. Donc il faut aller chercher ces marchés. Voilà, c'est une politique de la Stearinerie du Bois depuis des années, en fait, de se développer à l'étranger. Alors quand on est une petite entreprise, ce n'est pas forcément simple. Et il ne faut pas sous-estimer la complexité du transport international. Autant de pays, autant de documentation, de freins. Et c'est là où pour conclure, c'est pas parce qu'on est une petite entreprise qu'on ne peut pas s'entourer et créer un réseau autour de soi. Moi, j'appelle ça un peu l'entreprise ouverte. C'est savoir s'entourer des meilleurs, en fait. Et donc, de ne pas hésiter à se dire, c'est pas parce que je suis petit que je dois me recroqueviller sur moi-même et tout faire moi-même, mais au contraire, aller chercher les compétences autour de soi en n'ayant pas peur d'expérimenter, comme on l'a fait avec cette entreprise qui était en effet, sur le papier, peut-être pas destinée à travailler avec une ETI comme la nôtre. Mais bon, l'expérience montre que ça marche et on en est très content. Voilà. Merci à vous deux. Je pense qu'on va passer du coup aux questions. Est-ce que vous en avez en direct ? J'ai deux petites questions. Je ne connaissais pas les deux boîtes. Comment se passe le partenariat? C'est une exclusivité dans la gestion de la logistique entre vous deux, ou vous le mettez en concurrence Oversea avec d'autres comme Geodis, etc., quand vous avez besoin d'un transporteur? Non, on reste sur un système de fournisseurs multiples et donc de mise en concurrence. Voilà, donc il n'y a pas d'exclusivité entre nous. On fait appel à différents prestataires possibles et que le meilleur gagne. Voilà. C'est souvent le meilleur? Souvent. Ouais, et là-dessus, je pense que c'est important de préciser que c'est un modèle qu'on a avec une grande partie de nos clients. On a finalement assez peu de contrats d'exclusivité avec nos clients. C'est aussi comme ça que le marché fonctionne. Et nous, c'est quelque chose avec lequel on est très à l'aise aussi, de dire c'est le transport, ça doit être un plébiscite de tous les jours. Ça doit être, vous devez être tous les jours choisi parce que vous êtes le meilleur et pas parce qu'il y a un contrat en cours, etc. Donc on est encore plus fiers de ce partenariat-là dans la mesure où sur les différents transports sur lesquels on travaille, on est interrogé, comparé, etc. Donc plutôt motif de fierté chez nous. En termes de pourcentage, Oversea, par rapport à tous vos besoins de transport, il a... significatif, mais voilà, non, je ne donnerai pas le chiffre ici. Et comment Oversea se rémunère? C'est une prestation globale ou Ouais, alors on se rémunère comme les autres commissaires de transport en prenant une marge sur le transport qu'on organise. Et sans rentrer trop dans le détail, l'enjeu de ce qu'on fait, c'est à la fois d'automatiser et de simplifier toute une partie de l'expérience client. Et aussi, nous, en interne, d'automatiser une partie des opérations qui sont le métier du commissaire de transport, comme le booking, la remontée d'informations, la génération de prix, etc., sur lesquels on crée nos propres algorithmes et nos propres technologies qui nous permettent déjà aujourd'hui d'arriver à servir des gens qui sont beaucoup plus gros que nous et demain d'aller adresser des très grandes entreprises avec des coûts encore plus compétitifs. Une dernière question. Je ne sais pas si tu as déjà commencé à travailler avec eux, mais avec les trackers de conteneurs. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Par exemple, la techno Sigfox qui permet dès que le conteneur arrive dans un lieu,
de le tracer et de savoir qu'il est arrivé. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. C'est est-ce qu'il y a des objets connectés dans notre tracking, c'est ça? C'est ça. Ouais. Alors non, pour une raison simple, c'est que la gestion de ce qu'on appelle la reverse logistics, donc la récupération des trackings qui sont mis dans les conteneurs, c'est un sujet assez complexe et qui aujourd'hui, l'équation économique n'est pas résolue. C'est-à-dire qu'à l'exception des très grands groupes pharma qui vont avoir des valeurs de marchandises qui vont être colossales de plusieurs millions par conteneur, il y a très peu d'entreprises qui seraient prêtes à payer les coûts nécessaires à la pose et le rapatriement de ce genre d'objets connectés. Quoi qu'il en soit, on pense que c'est l'avenir, globalement, que cette équation elle serait résolue à un horizon relativement court. Et notre parti pris technologique, c'est d'être ouvert aussi, d'avoir une API qui est ouverte à ces partenaires-là. Et le jour où ça devient une solution de marché, on sera capable de l'intégrer. Et donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'aller chercher plutôt de l'information logicielle plutôt que hardware. Donc on fait remonter de l'information de la part de tous les acteurs. Donc ce qu'on appelle les cargo community systems, qui sont les ERP des ports ou des aéroports, des douanes lorsque les connexions le permettent, de la part des handlers, donc des gens qui sont les magasiniers sur les zones portuaires ou aéroportuaires, des transporteurs routiers, transporteurs maritimes, etc. Et on se rend compte que ce tracking-là, il est finalement à peu près gratuit et qu'il apporte déjà beaucoup de valeur par rapport aux standards de marché. Je ne sais pas s'il y a une autre question, sinon on peut passer à celles qui ont été posées en ligne. Il y en a une que je trouvais particulièrement intéressante, c'était, je me permettrai de la compléter, c'est est-ce que le partenariat était long à démarrer et peut-être est-ce que vous auriez des préconisations pour que justement les planètes s'alignent en amont? Alors encore une fois, nous on a trouvé ça très simple, donc non, ça a été relativement rapide et c'est encore une fois un peu à l'image de la façon dont nous on travaille avec nos clients. Le mode de fonctionnement actuel, c'est si vous êtes persuadé qu'il y a un intérêt à digitaliser et à essayer d'apporter un peu plus de valeur à vos clients sur des sujets de visibilité transport, vous nous faites une demande de devis sur le prochain transport que vous faites et si vous êtes satisfait de l'offre qu'on vous propose et si elle est compétitive, ce qui est heureusement souvent le cas, il suffit de nous valider et on commence la collaboration comme ça. Donc c'est vraiment, opérationnellement, c'est très très simple. Et notre volonté, c'est justement de ne pas rentrer dans une démarche de projet trop complexe à mettre en place chez les PME. Et c'est plutôt de dire, voilà, on arrive sur le même périmètre que ce que vous faisiez avant, on essaie juste de faire les choses différemment. Et si ça vous va et si vous êtes intéressé, vous cliquez sur un bouton et c'est parti. Voilà, on essaye. On est convaincu, on recommence et puis ça a progressé à son rythme. Hein, donc, mais il n'y a pas de recette magique. Parmi les autres questions, il y en a une qui est peut-être plus pragmatique. Est-ce que côté Oversea, vous organisez du transport avec les îles d'outre-mer français? Oui, absolument. Et je vous invite à prendre contact avec nos équipes si vous êtes intéressés. Une dernière question qui est peut-être un petit peu plus polémique, qui était est-ce que le meilleur est le moins 10 ans ou la solution d'Oversea est-elle bien meilleure que celle des concurrents? Alors je laisserai évidemment Hervé partager son opinion. Moi ce que je pense c'est qu'il faut comprendre quand on achète du transport ce qu'on achète. Et on achète toujours un mélange entre un prix, un service et de la visibilité. C'est ça, moi, ma connaissance. Les attentes en termes de services sont différentes dans toutes les industries et certains clients vont attendre des solutions qui sont un peu, que j'appelle la white glove, donc avec énormément de suivi, énormément de fiabilité. D'autres vont attendre des solutions différentes. Donc ma conviction à moi, c'est que le prix le moins 10 ans et peut être le plus intéressant si ce que vous achetez, c'est uniquement du prix. Si vous avez des enjeux de service, je pense notamment à un certain nombre de clients qui interviennent dans l'industrie pharmaceutique, dans l'automotive, si vous êtes très, je dirais, en amont dans la chaîne de valeur et que vos produits servent à produire des produits finaux, vous avez des enjeux de service. Et donc, encore une fois, l'enjeu, c'est d'acheter le bon rapport prix-service qui correspond à vos besoins. Et acheter trop de services si vous n'en avez pas besoin, c'est débile. En revanche, acheter trop de prix si vous avez besoin de services, c'est aussi un mauvais choix. Tout à fait, donc complètement d'accord. Quand je dis compétitivité, c'est quelque chose de global. Hein. C'est le prix et la qualité. Nous, nos clients à nous, ce sont des gens qui sont des industriels aussi. Donc ils ont des plans de production, ils assemblent beaucoup de matières premières pour constituer leur produit final.
S'il y en a une qui manque, ça bloque toute la chaîne. Et si c'est la nôtre, c'est une catastrophe. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important d'avoir pas seulement le prix, mais aussi la qualité et la fiabilité. Et donc, dans la manière dont on regarde les offres, on regarde les deux, bien évidemment. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a une dernière question qui est peut-être plus centrée du coup sur l'écosystème startup. C'était comment Oversea se positionne par rapport à un Baeco ou Turvo et qui propose, selon la personne, des services assez similaires. Ouais, alors on n'est pas du tout concurrent de ces gens-là, qu'on connaît par ailleurs. En l'occurrence, on connaît les deux. On intervient de manière différente. Nous, notre métier, c'est commissionnaire de transport, c'est freight forwarder. Donc la prestation qu'aujourd'hui nous achètent nos clients, c'est de l'organisation de transport international, soit via du fret maritime aérien ou du rail, avec une expérience qui soit à la hauteur des attentes de soit les équipes en interne, soit le client final. Donc c'est ça ce que les gens achètent chez nous. Donc ils achètent une solution de transport vendue et délivrée d'une façon différente. Ce que vendent ces autres acteurs-là, c'est une solution logicielle qui s'ajoute à des partenaires historiques sur le forwarding. Donc en fait, c'est d'un côté, il y a une solution que j'appellerais intégrée d'une certaine façon, où le logiciel est mis à disposition des clients gratuitement via le service qu'on délivre, et dans un autre côté, vous êtes sur un modèle où vous gardez vos prestataires avec une couche logicielle qui s'appelle Baeco ou Turvo. Et en réalité, les marchés qu'on adresse sont très différents. Je crois qu'on a, à ma connaissance, jamais été en concurrence chez des gens, et c'est deux approches différentes du même sujet de fond, et je crois qu'on partage une mission qui est quand même commune, qui est d'essayer de simplifier encore une fois ces enjeux-là pour les entreprises. Je vois qu'on est arrivé au bout du temps. Merci à vous deux pour votre intervention. Merci. Et puis, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci.